La médiathèque départementale de l'Isère présente Bib, hop, 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 hop. Bibop, Bibop, parlons bibliothèque. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bib Hop, le podcast des bibliothèques iséroises. Dans le premier épisode, que vous pouvez toujours retrouver sur la chaîne YouTube de la médiathèque départementale de l'Isère, nous étions partis à la rencontre de l'équipe de la médiathèque de Saint-Martin-du-Riage et de leur invité exceptionnel, le chef papou Moundia Kepenga. Aujourd'hui, Eva, Thomas et moi, nous sommes intéressés à l'Hallyu, la vague culturelle coréenne. Un phénomène mondial qui, étrangement, passe encore sous les radars dans les bibliothèques. Ouvrez vos oreilles, on repart en voyage. Je suis Pierrette et je travaille sur le secteur adulte de la médiathèque départementale de l'Isère. Toujours curieuse de découverte et de partage, surtout avec vous, me voilà devant ce micro. Annyeong. Bonjour, je suis Eva, je travaille à la médiathèque départementale de l'Isère et je suis passionnée depuis quelques années de culture coréenne. J'espère bien vous convaincre d'y succomber également à travers cet épisode. Au plaisir de partager avec vous. Bonjour, je suis Thomas, je travaille également à la médiathèque départementale de l'Isère. Je suis pour ma part complètement novice sur la culture coréenne. Au sommaire aujourd'hui, pour commencer, Eva nous dévoilera tout sur cette vague coréenne, des origines à son explosion dans le monde entier. Puis nous continuerons en abordant ce mouvement à travers le webtoon, la musique et le jeu vidéo. Enfin, nous parlerons des manières d'intégrer tout ça dans votre programme d'animation en bibliothèque. Eva, pour commencer, qu'est-ce que cet Hallyu qui déferle sur le monde ? La vague coréenne, ou peut-être avez-vous déjà entendu le terme Hallyu, qui vient du mot Han-Liu, une expression employée pour la première fois par les médias chinois, qui désigne le déferlement, la vague venant du pays des Han, c'est-à-dire la Corée, oui, mais la Corée du Sud, bien que la Hallyu ne soit pas inconnue en Corée du Nord. C'est un ensemble d'objets culturels coréens incarnant un savant mélange de tradition et de modernité, reflet de cette société. En somme, un modèle culturel alternatif à la domination des imaginaires nous venant des États-Unis et du Japon. Plus simplement, un soft power à la coréenne, que l'on nomme d'ailleurs sweet power, qui se construit sur une image relativement douce, pudique, mêlée à un esthétique que l'on peut facilement reconnaître. On en discute un peu plus tard. Eva, comment ce mouvement s'est-il diffusé ? Une vague coréenne qui a su se construire sur son histoire pour conquérir le monde entier. Je vous explique, certes, dans les grandes lignes, ce sweet power puise dans l'histoire de la Corée lorsqu'elle était encore une. La Corée est un pays qui a souvent été envahi, sous protectorat chinois et mongol, colonisé par le Japon jusqu'en 1945, et qui, pour la Corée du Sud, a toujours de nombreuses bases militaires américaines sur son sol national. D'où une certaine image de résilience d'un pays qui a inventé son propre alphabet, qui a su sauvegarder sa propre langue et ses traditions. Tout ça pour dire que la vague coréenne a d'abord conquis les marchés les plus proches, culturellement, mais également géographiquement. On parle ici tout d'abord de la Chine, du Japon, avec des chansons en version japonaise et des références communes de proximité. Puis, les États-Unis et l'Amérique du Sud, où l'on retrouve une nombreuse diaspora coréenne qui s'en empare et relie les cultures. De nombreuses productions coréennes ont un titre coréen, mais également anglais, voire une hybridation des deux. On note de nombreux anglicismes. Et enfin, l'Europe, plus récemment, même si les premiers contenus coréens étaient accessibles dès 2008 en France, si on savait quoi chercher de manière un peu frauduleuse. Mais pourquoi la Corée ? Une diffusion qui est portée par deux secteurs dans lesquels ont misé les politiques publiques de la Corée du Sud. On parle des hautes technologies, on peut penser à des multinationales comme Samsung, LG, Hyundai, Kia. Une diffusion rapide, car une diffusion de contenu dématérialisé. On rappelle que la Corée est le pays le plus connecté au monde,
Avec une converture 5G ultra performante, on capte en plein milieu de la campagne ou dans le métro sans ralentissement ni coupure. On nous promet le déploiement de la 6G en 2028, demain. On investit également dans la création de contenu. On remarque une volonté de créer un effet monde de référence qui se répondent en liant la langue, le coréen, à un système de valeurs qui repose notamment sur le confucianisme, l'importance de la famille, du collectif, tout individu fait partie d'un ensemble hiérarchisé. Un art de vivre, par exemple, la cuisine traditionnelle coréenne considérée comme la plus saine au monde. D'ailleurs, on note un véritable phénomène d'hybridation des genres et des registres, l'une des caractéristiques de la créativité coréenne qui a su puiser dans les nombreuses influences culturelles étrangères de son histoire. Tu parlais de cuisine. Quelles sont justement les différentes facettes de cette vague culturelle coréenne, hein? Finalement, on assiste au phénomène K. Chaque fois que vous voyez un mot qui commence par la lettre K lié par un trait d'union, il y a des chances que ce soit pour désigner Korea, la Corée du Sud. Un produit qui incarne une esthétique coréenne, de l'emballage aux palettes de couleurs déployées, nuances pastel et couleurs claires, au message partagé. Lui-même représenté par des artistes coréens qui, pour la plupart, disposent d'un large éventail de talents, alliés à une grande beauté. Ils sont autant mannequins qu'acteurs, danseurs ou égéries d'objets du quotidien. Comme toute tendance, c'est un phénomène qui s'auto-nourrit, d'autant plus qu'il est pensé, comme nous l'avons dit, dans un ensemble de références qui se répondent et qui font sens. Concrètement, vous vous installez confortablement, vous lancez un K-drama. Un drama est tout simplement le mot pour désigner une série, et K pour Korea. Dans cette série, vous aurez de nombreuses scènes où les personnages dégustent de délicieux plats, la K-food. Les personnages auront un style soigné, la K-fashion. Ils seront maquillés discrètement, la K-beauty. Et après le travail, au milieu de la nuit, ils se détendront dans un karaoké en chantant leurs morceaux de K-pop favoris. Cette musique pop qui nous accompagne dans la vie de tous les jours et qui regroupe de nombreux sous-genres, K-pop, la K-indie, la musique coréenne dans son ensemble, ou presque. Vous l'aurez compris, c'est un tout. On regarde, on écoute, on mange, on vibre Corée du Sud. Et est-ce que ce mouvement touche seulement un public plutôt d'adolescents ou de jeunes adultes, ou on touche à un public plus large également, hein? Selon les médias, cinéma, musique, art de vivre, les publics ne seront pas les mêmes, mais la K-pop et ses nombreux groupes fédèrent une large communauté autour de valeurs fortes et d'expériences immersives qui suscitent des bouffées d'émotions ultra positives. On peut donc déconstruire cette idée. L'industrie du divertissement est pensée sous forme de génération des artistes coréens, parfois issus des diasporas asiatiques qui accompagnent les publics au cours de leur vie. Par exemple, dans la K-pop, il existe des phénomènes de comeback de groupes qui ont percé dans les années 2000 et qui se réunissent pour un nouvel album en 2023. Certains font des carrières solo dans la sphère musicale ou à l'écran. Qu'importe, aux petits ou aux grands, il n'y a pas de hiérarchisation des productions audiovisuelles, car les budgets sont colossaux dans les deux sphères. On revient à cette idée de connexion. Les réseaux sociaux sont un véritable outil fédérateur de communautés de fans, appelés fandoms, qui se mobilisent pour les groupes d'artistes qu'ils soutiennent. Il existe même des applications de messagerie instantanée où l'on peut, selon quelques critères, être en contact direct avec son artiste favori. La nouveauté est un facteur déterminant. C'est un univers perpétuellement renouvelé qui essaie de nouveaux concepts, de nouveaux mix. C'est finalement un mouvement fédérateur qui englobe une large variété d'intérêts. Toutes les générations, d'adolescents, de jeunes adultes ou d'adultes, peuvent se sentir concernés et partagés autour de cette culture. Mais alors Eva, pourquoi ce phénomène aussi mondialisé reste aussi peu visible en bibliothèque ? Peut-être plusieurs résistances qui peuvent expliquer cette absence en bibliothèque. Déjà, la culture coréenne est principalement constituée de contenus dématérialisés, qui circulent donc sur les plateformes payantes que l'on connaît et où l'on doit disposer d'un compte nominatif pour accéder au contenu. Néanmoins, il existe d'autres plateformes, légales, bâties par les communautés de fans qui sous-titrent en de nombreuses langues. Une autre difficulté, la médiatisation de la K-pop en France qui, dans la presse écrite et audiovisuelle des grandes chaînes généralistes, parfois se satisfont de préjugés, de moqueries. Parce qu'effectivement, on nous propose d'autres modèles à la masculinité, à un autre rapport à l'idole, à l'artiste coréen. Et puis sans doute une résistance à travers les personnes passionnées. À trouver les personnes passionnées dans la sphère publique matérielle qui peuvent être isolées, puisque de nombreuses activités se passent majoritairement en ligne pour le moment.
Et maintenant, nous allons découvrir tout ça en chronique. Pierrette, tu vas nous parler des webtoons. Et oui, est-ce que vous connaissez le webtoon, cette BD purement numérique? Elle fait son apparition suite à la crise économique coréenne des années 80. Pendant cette crise, la plupart des éditeurs ont disparu. Comme les Coréens sont hyper connectés, plus de 91% quand même, je vous rappelle, le webtoon est né. C'est donc une bande dessinée conçue pour la lecture à la verticale sur smartphone en un scroll infini et une publication à un rythme soutenu. C'est malin, car ça veut dire le retour en force du feuilleton. Et c'est un véritable succès. 82 millions d'utilisateurs mensuels sur des plateformes qui se multiplient. Je citerai la leader coréenne Webtoon, rien de bien original, mais qui porte, de Never, et la française Dailytoon, mais il en existe d'autres. Il y existe sur ces plateformes beaucoup de liberté et de diversité, et les auteurs sont de différentes nationalités. C'est un véritable vivier pour les éditeurs. En France, certains webtoons sont édités au format papier. Ils sont alors adaptés. Bon, vous avez compris que le webtoon est plus un format qu'un genre. Mais attention, ne confondez pas le webtoon avec le manga. Pourquoi ? Mais parce que le webtoon est en couleur, il se lit de gauche à droite et a un découpage conçu pour la lecture sur smartphone, donc à la verticale. Les thématiques qu'on y retrouve, elles sont surtout de l'ordre de la romance et de la fantaisie. Et quand on le publie au format papier, pas de normes, tout est possible. Je vous propose 4 exemples qui démontrent de la richesse et de la diversité des webtoons. Le premier, Solo Leveling, de la fantaisie et du combat pour sauver le monde de monstres. C'est celui qui se rapproche le plus du manga dans le traitement. Le deuxième, Lore Olympus, la réécriture d'une histoire de la mythologie grecque, l'histoire d'amour entre Perséphone et Hadès. Elle est publiée en grand format cartonné avec des couleurs très tranchées, rose et bleu. Troisième exemple, Navilera, un duo improbable de danseurs, une future étoile et un grand-père de 70 ans. Et enfin, Colossal, une jeune aristocrate passionnée de musculation. Malheureusement, elle vient d'un monde où le seul but d'une fille serait de trouver son prince charmant. Un petit cocorico sur ce dernier titre, Colossal, puisque les auteurs sont françaises. Elles sont publiées sur la plateforme coréenne Never. Elles sont numéro 1 de la catégorie comédie depuis 2021. Et aujourd'hui, la série comptabilise près de 5,7 millions de lectures uniques pour 80 000 abonnés. Waouh! On comprend pourquoi le webtoon est publié au format papier en France parfois. Partons en excursion musicale. Thomas, tu vas nous parler K-pop. Et oui, Pierrette, Eva, vous rappelez-vous du tube de l'été 2012 ? Oh oui, bien sûr, carrément. Ça danse dans le studio. Vous avez bien sûr reconnu le titre Gangnam Style de Psy, le titre qui a fait exploser la K-pop dans le monde entier. C'est en fait assez drôle car c'est une musique parodiant le quartier riche et stylé de Gangnam à Séoul, ainsi que les groupes aseptisés de K-pop. Et c'est ce titre qui a réussi à donner une visibilité énorme à la musique coréenne dans le monde entier. Mais en fait, c'est quoi la K-pop ? Tout commence en 1992. La Corée du Sud est alors en pleine transition démocratique et 3 garçons participent à un télécrochet sous le nom de Seo Taiji and Boys. Habits XXL, chant, chorégraphie inspirée du mouvement hip-hop américain, le groupe dénote par rapport à la pop traditionnelle d'alors. Le groupe pourtant sidère le jury et obtient la note la plus basse du concours. Ça commence mal. Pourtant, le succès ne se fait pas attendre et va poser les bases de ce qui deviendra la K-pop. La K-pop, c'est d'abord de la musique populaire, embrassant des styles musicaux assez larges, le rap tout d'abord, puis rapidement le R&B, la pop, le rock, l'électro, voire même le reggae. Mais une des forces de ce mouvement est d'être produit pour être vu sur scène et en vidéo. La danse et les chorégraphies sont alors essentielles. Intégrer un groupe et devenir un idol, un ou une idole, est donc le fruit de beaucoup de travail et d'une longue sélection qu'organisent les producteurs pour créer leur groupe et les pousser à l'excellence. En plus d'être ultra complets, les artistes doivent également rentrer dans la peau de personnages construits pour le groupe
et qu'ils devront incarner sur scène, mais également en dehors. Et oui, être un ou une idole est un job à temps plein. Aujourd'hui, si vous ne connaissez rien à la K-pop, 2 groupes survolent le game. Blackpink d'abord. Un groupe dont la particularité est d'être international avec 4 filles venues de Corée, de Thaïlande et de Nouvelle-Zélande, issues d'une sélection de plusieurs milliers de personnes. Ça envoie. Avec un succès mondial dès leur premier album, elles sont, depuis 2021 et de loin, l'artiste musical avec le plus d'abonnés sur YouTube. Attention, 90 millions. Waouh. Enfin, le groupe que peut-être tout le monde connaît, le plus célèbre, BTS. Pourtant, c'est un groupe qui a mis un peu de temps à percer, qui a d'abord connu un succès à l'international, avant de conquérir réellement la Corée. Le succès du groupe tient à l'intimité de ses titres, abordant des thématiques à la fois très personnelles et universelles. Critiques contre le conformisme social ou la pression du système scolaire, ils abordent la solitude, la dépression, le racisme ou le féminisme. Vous avez reconnu leur titre avec une collaboration par exemple avec Coldplay, et BTS explose tous les records. Ils sont même comparés aux Beatles, une comparaison validée par Sir Paul McCartney himself. On parle d'un apport dû au PIB coréen de 4 milliards de dollars par an. En pause depuis quelques temps, le groupe agite toujours sa communauté de fans rassemblés sous le nom de ARMY. Car oui, tout groupe de K-pop a une communauté de fans qui lui donne un petit nom. Pour conclure, l'engouement pour ce style musical est tel que les groupes de K-pop fleurissent partout dans le monde, permettant une appropriation et des mixages locaux, parfois originaux. C'est l'exemple de la Q-pop pour Quechua Pop, variante andine incarnée en espagnol et en quechua par le jeune péruvien Lenin Tamayo, chantant la différence et la tolérance. Bon voyage! Après avoir dansé, même si vous ne l'avez pas vu, je crois que Pierrette va nous parler des jeux vidéo. Eh oui, le jeu vidéo en Corée du Sud, c'est un marché de pointe. 4e leader mondial avec 15 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2021. Même si on est un peu loin des Blackpink, c'est quand même déjà pas mal. Cette domination vient en partie parce que la couverture réseau est dingue en Corée du Sud. Rappelez-vous ce qu'Eva vous disait. Ils ont la 5G partout. Donc, c'est logique que ça facilite le développement des jeux en ligne. Le jeu vidéo est le loisir le plus populaire chez les adultes et les adolescents sud-coréens. On les retrouve dans les très nombreux PC Bang, ces cybercafés où il règne un sentiment de communauté parce qu'il y a plein d'ordinateurs, il y a à manger, il y a à boire, il y a des espaces fumeurs. Tout est en place pour y rester des heures. L'importance du jeu vidéo en Corée est telle que les autorités ont créé une législation spécifique pour les adolescents. Mais bon, c'est dans les PC Bang que les Coréens arrivent à évacuer les tensions et le stress générés par la pression scolaire et professionnelle très prégnante de la société. Et c'est enfin dans les PC Bang que peuvent être diffusés les tournois en ligne car, eh oui, de nouveau, l'e-sport est un sport national avec 4 chaînes de télévision spécialement dédiées. Les joueurs professionnels, les Gozu, sont considérés comme de véritables stars, au même titre que les idols. Vous vous souvenez, la K-pop? Ils mènent une vie d'athlète de haut niveau. L'e-sport est hyper structuré, avec une fédération nationale, des centres de formation, des équipes professionnelles. Il en existe même une dans l'armée d'équipes de e-sport. Les Sud-Coréens sont leaders dans les compétitions mondiales. Et les 4 jeux vidéo les plus populaires en Corée se joue en ligne, bien évidemment. Le premier que vous connaissez, c'est League of Legends, une arène de bataille qui se joue en équipe. Retenez bien ce titre, car il existe un tournoi League of Legends interbibliothèque. Allez fouiner du côté de LOL en bib. StarCraft, 2e jeu vidéo, le plus populaire en Corée, un jeu sud-coréen de stratégie. 3e jeu, Ion, un jeu de rôle dans un univers de fantasy. Et enfin, le 4e et le tout dernier, Lost Ark, jeu de combat. À vos manettes. Bebop. Bebop.
Maintenant que nous connaissons tout sur cette Hallyu, place à la question qui nous intéresse. Comment les bibliothèques peuvent-elles s'en emparer? Pierrette, on commence par les collections. Quelles collections peut-on mettre en avant pour valoriser cette vague culturelle? C'est vrai qu'en médiathèque, il est déjà possible de se familiariser avec l'Aliou, grâce à l'avalanche de titres documentaires qui a déferlé. Les éditeurs français ont bien perçu la montée en puissance du mouvement et ils ont récemment publié de nombreux documentaires. Du grand public, avec multiples ouvrages généralistes qui définiront le mouvement, la cuisine, les dramas, l'art, le bien-être, la musique, etc., etc., etc. Bref, tout la cas quelque chose permettant la connaissance de l'art de vivre à la coréenne. Mais on trouvera aussi des ouvrages universitaires analysant le mouvement sous toutes ses facettes, et notamment sociologiques. Il ne faut pas oublier les revues sur la K-culture, des derniers potins avec K-pop Superstar ou K-World à une découverte plus poussée du mouvement avec K-Society. Peut-être peut-on penser à un abonnement qui permettra d'être informé des dernières tendances et de capter un public qui préfère piocher des infos plutôt que lire un pavé. Bref, il y en a pour tous les goûts. On vous a concocté une petite sélection K que vous retrouverez sur le portail de la médiathèque départementale. Merci Pierrette. Eva, du coup, en bibliothèque, on pense aussi animation et action culturelle. Qu'est-ce qu'on pourrait proposer pour ça? On peut partir également des actions et ressources familières pour entrer et découvrir cette culture sans se mettre en difficulté. Par exemple, une soirée cinéma autour de films ou de séries coréennes emblématiques, une soirée conte pour découvrir la très riche mythologie de l'histoire de la Corée, comme son mythe fondateur, ou un concours de danse avec le kit jeu vidéo de la médiathèque départementale et le jeu Just Dance qui inclut une section K-pop. Une chose importante sera d'identifier la communauté de personnes passionnées par cette culture. Pour cela, il faudra veiller à s'approprier le vocabulaire et les contenus. Par exemple, on ne fera peut-être pas une soirée sur le cinéma coréen, mais une soirée autour de séries K-drama, en y associant des dégustations de produits typiques et une ambiance avec un décor et de la musique, en jouant sur l'expérience immersive. Alors c'est vrai, on pourra faire une soirée K-compte pour les comptes. Pourquoi pas, même si l'appellation est peut-être encore à déposer. L'idée est de toucher la communauté de fans d'un territoire qui n'a peut-être pas l'habitude de retrouver ses contenus favoris à la médiathèque, mais aussi de faire découvrir différents pans de cette culture à un public plus large. C'est un équilibre à trouver et à doser progressivement. Oui, mais je ne suis pas un spécialiste. Alors, sur qui je peux m'appuyer pour monter une action ou une programmation? Concrètement, on peut trouver plusieurs personnes ressources suivant le territoire et nos moyens. Tout d'abord, on peut trouver des professionnels pour une animation, disons clé en main. Par exemple, un chef pour animer un atelier cuisine et dégustation, un professeur de danse pour apprendre les chorégraphies des plus célèbres tubes de K-pop, ou un dessinateur pour un atelier de création de webtoon. C'est l'occasion d'avoir un spécialiste qui pourra partager un savoir-faire avec les participants, en plus d'anecdotes sur son art. Mais je vais parler de quelque chose qui fâche, mais au niveau budget, on ne peut pas toujours avoir un budget pour rémunérer un intervenant. Comment est-ce que je peux faire alors en bibliothèque pour garder une proposition de qualité? C'est là que la deuxième personne ressource peut être essentielle, même si l'un n'empêche pas l'autre. Il s'agit de s'appuyer, comme pour de nombreuses actions des bibliothèques, sur un ou des personnes du public ou du territoire intégrées à cette communauté de l'Aliou. Le positionnement de la bibliothèque sera alors d'être dans la co-construction d'une action avec des passionnés qui pourront partager leurs idées, leurs connaissances et leurs contacts, mais aussi être le relais de l'action de la bibliothèque auprès de la communauté, en facilitant la possibilité de ces personnes de rendre visible leur passion. La bibliothèque montre son ouverture sur le monde. Avant de finir, Eva, toi qui es passionnée par cette culture, quelle serait l'action autour de la culture coréenne que tu rêverais de mettre en place en bibliothèque? Avant d'emmener tous mes usagers en Corée pour un concert de K-pop, je trouve qu'organiser un déplacement à la Korean Touch, un festival sur la culture coréenne qui a lieu à Lyon, serait un chouette début en y associant des partenaires du territoire. Des jeunes, bien sûr, pour travailler avec eux sur les modalités d'organisation et échanger sur leur passion, mais pas seulement, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des curieux ou sceptiques de tout âge.
Cette Hallyu coréenne se veut fédératrice en permettant à chacun d'y trouver son plaisir. Merci Eva, merci Thomas pour cet épisode spécial culture coréenne. Merci Pierrette. Pierrette. Nous voilà au bout de notre petit voyage, mais ce n'est pas fini car on vous a mis en ligne une sélection multi-support qui vous permettra d'explorer la Hallyu et on l'espère créer des événements. Au revoir. Bye. Bebop!